J'habitais dans les Yvelines, j'avais 16 ans et je suis tombé, en amour. Tout a explosé en un instant. Une prétendue confession de la femme de Laurent Fontaine a déclenché une tempête numérique, mêlant trahison, secrets enfouis et soupçons dévastateurs. Comment l'homme qui faisait vibrer la France entière s'est-il retrouvé au cœur d'un scandale qui menace d'anéantir tout ce qu'il a construit? Restez jusqu'à la fin, car la vérité que vous allez entendre dépasse tout ce que l'on croyait savoir sur lui. À mesure que la rumeur enflait et que les réseaux sociaux se transformaient en tribunal public, une question obsédante revenait sans cesse. Comment Laurent Fontaine, figure emblématique d'une télévision humaine, authentique et profondément émotionnelle, a-t-il pu se retrouver pris au piège d'une spirale médiatique aussi violente? Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut revenir au cœur de ce que représentait cet homme dans le paysage audiovisuel français. Au début des années 2000, alors que la télévision cherchait encore sa place entre divertissement et vérité, Laurent Fontaine et son complice Pascal Bataille bouleversèrent les codes avec un concept inédit. Une émission où des anonymes venaient livrer leurs regrets, leurs blessures, leurs plus grands secrets, face à un rideau rouge devenu mythique. Ce décor simple mais chargé d'émotions a marqué toute une génération. Là où la télévision ne faisait souvent que survoler les sentiments, eux plongeaient au centre même de la vulnérabilité humaine. On disait de Fontaine qu'il avait le don rare de sentir une vérité avant même qu'elle ne soit prononcée. Il observait un regard, une hésitation, un souffle, et il comprenait ce que l'invité n'osait pas dire. Cette capacité quasi instinctive faisait de lui un stratège de l'émotion, un maître du suspense, un homme capable de retenir des millions de téléspectateurs d'un seul silence. Mais derrière cette maîtrise parfaite se cachait déjà une pression écrasante, un fardeau dont personne ne mesurait vraiment le poids. Car pour que ces instants de vérité existent, Fontaine devait tout gérer. Les équipes, les budgets, les auteurs, les versions, les heures interminables de tournage, les attentes démesurées des chaînes. La réussite leur a offert un statut iconique, mais elle a aussi commencé à fissurer les fondations de la vie personnelle de Laurent. Tandis que le public le voyait comme un pilier de stabilité, son entourage le savait déjà fragilisé par un rythme de travail infernal et des responsabilités qui dépassaient de loin ce que l'on imagine en regardant la télévision depuis son canapé. Ses proches racontent aujourd'hui qu'il dormait à peine, qu'il relisait des dossiers tard dans la nuit et qu'il vivait constamment avec le poids de devoir faire mieux, encore mieux, toujours mieux. C'est précisément cette exigence extrême envers lui-même qui a permis au duo Bataille-Fontaine de révolutionner l'audiovisuel. Mais c'est aussi cette exigence qui a lentement commencé à l'user de l'intérieur. Loin des caméras, Laurent devait désormais affronter les premiers signes d'un malaise profond. Une fatigue qui devenait plus forte que sa volonté de faire. Des doutes qu'il n'avait jamais connus auparavant. Pourtant, rien n'apparaissait publiquement. Devant les téléspectateurs, il restait ce professionnel impeccable, calme, précis, presque inébranlable. Mais ceux qui travaillaient à ses côtés voyaient si bien que quelque chose changeait. Son regard parfois se perdait entre deux prises, sa voix devenait plus grave, son souffle plus court, comme si chaque tournage demandait un effort mental et physique de plus en plus difficile à fournir. La pression médiatique, elle, ne faiblissait jamais. Et lorsqu'Internet s'est imposé dans le paysage, lorsque les réseaux sociaux ont transformé la moindre expression en polémique potentielle, la vie de Laurent Fontaine a basculé dans une ère où l'erreur n'avait plus droit d'exister. La même sincérité qui avait construit sa carrière devenait désormais une faiblesse exploitable. Chaque phrase pouvait être détournée, chaque opinion transformée en scandale, chaque geste analysé au microscope. C'est dans ce contexte déjà explosif qu'est venue cette fameuse rumeur concernant sa femme, un murmure qui s'est rapidement mué en cyclone numérique. Ce n'était plus seulement sa carrière qui était en jeu, mais son intégrité, sa vie privée, son identité même. Pour un homme qui avait consacré 20 ans à offrir aux autres un espace pour dire la vérité, se retrouver accusé, jugé, déformé par des millions de commentaires anonymes, avait quelque chose de profondément ironique et tragique. Pourtant, au milieu de cette tempête, une réalité incontestable demeure. Pour comprendre le présent de Laurent Fontaine, il faut plonger sans détour dans son passé, dans ses triomphes, ses fractures, ses décisions audacieuses, ses doutes silencieux et ses combats dissimulés.
C'est dans cette histoire complexe, humaine et parfois douloureuse que se cache la clé du chaos qui l'entoure aujourd'hui. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans les prochaines parties ne ressemble en rien à ce que les médias ont osé raconter jusqu'ici. Au moment où la pression médiatique atteignait son paroxysme et où chaque mot prononcé par Laurent Fontaine semblait se transformer en étincelle capable d'embraser les réseaux, un autre élément, longtemps ignoré du grand public, venait éclairer d'un jour nouveau l'ampleur du bouleversement intérieur qu'il traversait. Sa relation avec Pascal Bataille, cette alliance presque fraternelle qui avait fait naître l'un des duos les plus marquants de la télévision française. Leur complicité, forgée dans l'enthousiasme créatif des années 1990, s'était progressivement transformée en moteur d'une carrière phénoménale, mais aussi en source de tensions silencieuses, liées à la fatigue, aux choix éditoriaux, aux pressions des chaînes et aux exigences d'un public insatiable. Beaucoup l'ignorent. Mais derrière les sourires et l'énergie partagée à l'écran, les deux hommes ont traversé des désaccords profonds, parfois vécus comme de véritables fractures émotionnelles, notamment lorsque l'audience baissait ou que certaines décisions stratégiques divisaient de l'équipe de production. Pourtant, malgré ces heures, une loyauté indéfectible les reliait. Fontaine considérait Bataille comme un frère d'armes, un témoin privilégié de ses ambitions mais aussi de ses fragilités. C'est peut-être pour cela que la période de leur éloignement à la fin des années 2000 a été l'un des moments les plus douloureux de sa vie professionnelle. Tandis que le marché télévisuel changeait brutalement, exigeant du buzz rapide plutôt que de l'émotion profonde, Fontaine, épuisé, se retira des projecteurs, laissant en suspens une histoire qui semblait pourtant indissociable de la sienne. Pendant que certains y voyaient une séparation définitive, d'autres percevaient déjà la possibilité d'un retour, non pas pour renouer avec la gloire, mais pour renouer avec une vérité intime que Laurent avait trop longtemps mise de côté. Et ce retour finit par se produire bien des années plus tard, en 2023, mais dans un contexte très différent, presque électrique. Le monde n'était plus celui qu'ils avaient longtemps connu. Les mêmes scènes, le même rideau rouge, la même tension dramatique prenait désormais une autre dimension, décuplée par la viralité des réseaux sociaux. Fontaine, les cheveux grisonnants, le regard plus intense que jamais, retrouvait son complice, mais avec une conscience aiguë que chaque geste pouvait désormais être interprété, amplifié, déformé. Pourtant, ce n'est pas la peur qui dominait en lui, mais une étrange forme de nostalgie, mêlée à un désir profond de prouver qu'il restait une place, quelque part, pour une télévision humaine dans un monde saturé de jugements instantanés. Ce qui frappe rétrospectivement, c'est à quel point Laurent semblait porter dans ces instants la lourdeur d'une double bataille. Celle contre la pression extérieure, implacable et brutale, et celle, plus intime, contre ses propres limites physiques et psychologiques, déjà mises à mal par des années de surmenage. Les témoins de l'époque racontent aujourd'hui que, bien qu'il affichât une assurance apparente, il paraissait parfois perdu dans ses pensées, comme s'il cherchait un sens plus profond à tout ce qu'il avait accompli. Ces silences, autrefois outils dramaturgiques, devenaient peu à peu des refuges. Son sourire, autrefois éclatant, semblait parfois chargé d'une mélancolie presque palpable. Le monde autour de lui exigeait du bruit, de la rapidité, des réactions immédiates, mais lui aspirait à autre chose, à une forme d'apaisement, à une reconquête intérieure de lui-même. C'est précisément dans cette contradiction que se cache la clé de la suite, car rien de ce qui allait arriver ensuite, ni la rumeur, ni la polémique, ni l'effondrement émotionnel qui en découla, ne peut être compris sans saisir cette fracture intime. Et l'histoire, loin d'être terminée, s'apprête à révéler des zones d'ombre auxquelles personne ne s'attendait vraiment. Alors que le retour à l'écran semblait raviver une part de son ancienne flamme, une autre réalité, beaucoup plus intime, venait approfondir le trouble que Laurent Fontaine tentait de dissimuler avec professionnalisme. L'effritement silencieux de sa vie personnelle, un domaine qu'il avait toujours protégé avec une pudeur presque farouche. Loin des caméras, son mariage s'était peu à peu fragilisé, miné par les années de surmenage, les absences répétées, les nuits blanches consacrées à des projets qui dévoraient tout, jusqu'à son énergie vitale. Ceux qui l'ont approché à cette période évoquent un homme tiraillé entre deux mondes. Celui de la lumière où l'on exige de lui d'être solide, brillant, infaillible,
et celui de l'ombre où il se découvrait soudain vulnérable, inquiet, perdu face à des fissures qui n'avaient plus rien de professionnel. Sa séparation, gardée secrète pendant longtemps, fut un choc intérieur plus violent qu'il ne l'avouait. Non pas à cause du conflit, mais parce que cette rupture révélait l'ampleur de ce qu'il avait laissé filer au fil des années. Pour la première fois, Laurent comprenait que la télévision, cette machine qu'il avait servie avec une passion presque dévorante, avait fini par s'immiscer au cœur de sa vie privée, jusqu'à occuper la place la plus intime. Et cette prise de conscience s'ajoutait à la montée fulgurante de la fatigue, à ce poids étrange qui semblait lui écraser la poitrine lors des tournages, à ces moments où il devait fermer les yeux quelques secondes de trop pour retrouver son souffle. Ce n'était plus seulement une question d'usure professionnelle, mais un véritable signal d'alarme intérieure. Pourtant, fidèle à sa discrétion légendaire, il ne laissa rien paraître, préférant se convaincre que ce malaise n'était qu'un passage, un simple contre-coup du rythme infernal qu'il avait repris avec le retour de l'émission. Mais la réalité, elle, continuait de se frayer un chemin, silencieuse et insistante. Les tensions émotionnelles, liées à sa vie personnelle, amplifiées par le retour brutal sous le feu médiatique, commencèrent à se combiner avec d'autres pressions plus insidieuses. Les critiques constantes, les attaques idéologiques, les interprétations fallacieuses de ses prises de position publiques. Sur les plateaux télé, il affichait un calme impeccable, mais en coulisses, ses proches apercevaient des signes que Laurent lui-même refusait de lire. Un regard fuyant, une main qui tremble, un soupir trop long entre deux phrases. Des silences qui ne ressemblaient moins plus aux outils dramaturgiques qu'il maîtrisait, mais à des moments de véritable lutte intérieure. C'est dans cette zone de fragilité grandissante que la rumeur évoquée au début de cette histoire vint frapper avec la force d'un coup de tonnerre. Au moment où il cherchait à reconstruire une nouvelle stabilité, à comprendre ce que son futur pourrait encore lui offrir, voir sa vie privée exposée, déformée, transformée en spectacle numérique, fut pour lui une blessure d'une intensité rare. Là où certains auraient réagi par la colère, Laurent, lui, se renferma encore davantage. Il refusait d'alimenter le scandale, persuadé qu'une réponse publique ne ferait que nourrir davantage la machine destructrice des réseaux. Ce silence, pourtant noble dans son intention, fut interprété de 1000 façons. Faiblesse pour certains, aveu pour d'autres, mystère pour le reste du public. Mais en vérité, ce silence n'était rien d'autre que la réaction d'un homme qui, pour la première fois depuis des décennies, ne savait plus comment protéger son propre cœur dans un monde où la moindre émotion pouvait devenir une arme. Et c'est précisément à partir de cet instant que son destin allait prendre un tournant inattendu, un virage que même ses plus proches collaborateurs n'auraient jamais imaginé. À partir de ce moment où son silence fut interprété comme un aveu plutôt que comme une protection, la spirale dans laquelle Laurent Fontaine se trouvait commença à s'accélérer, exposant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter publiquement. L'homme qui, durant des années, avait guidé les autres vers leur vérité, se retrouvait désormais confronté à la sienne, non pas dans un décor maîtrisé de studio, mais dans le chaos imprévisible d'un monde numérique insatiable. Pourtant, loin d'être brisé, il tenta de reprendre le contrôle en se recentrant sur ce qu'il savait faire mieux que quiconque. Produire, organiser, structurer, donner forme à des récits capables de toucher des millions de personnes. Il se plongea dans le travail comme dans un refuge, multipliant les réunions, les réécritures, les réglages techniques, comme si chaque détail pouvait l'éloigner un peu plus de la tempête émotionnelle qui grondait en arrière-plan. Ses collaborateurs racontent que cette période révéla un Laurent plus méthodique que jamais, presque obsessionnel dans sa volonté de perfection, mais aussi étrangement apaisé lorsqu'il se retrouvait face à un montage, une séquence à ajuster, un témoin à comprendre. C'était comme si, dans le tumulte, la création représentait le dernier espace où il se sentait encore maître de lui-même. Mais cette fuite dans le travail avait un prix. Elle accentuait encore sa fatigue, cette lassitude profonde qui le rattrapait chaque soir, et qu'il tentait d'ignorer en répétant que tout irait mieux une fois la nouvelle saison lancée. Autour de lui, certains s'inquiétaient discrètement, notamment lorsque son visage paraissait plus pâle sous les lumières ou lorsqu'il s'interrompait une seconde de trop avant de répondre. Pourtant, il s'efforçait de rester immobile,
solide, comme un pilier que rien ne pouvait faire vaciller. Mais à l'intérieur, une lutte se jouait, entre le désir de continuer et la nécessité de se protéger, entre la fidélité à son public et l'instinct de préserver ce qu'il restait de sa vie privée. Et tandis qu'il avançait ainsi, sur cette ligne de crête fragile, un nouvel événement, inattendu et décisif, allait bientôt tout changer, révélant un aspect encore méconnu de son parcours et faisant comprendre au monde que l'histoire de Laurent Fontaine n'était pas seulement celle d'un homme de télévision, mais celle d'un être humain aux prises avec un système devenu trop rapide, trop bruyant, trop exigeant pour celui qui en avait longtemps été l'un des maîtres. Ce tournant décisif survint un soir de février, lors d'une réunion de post-production où Laurent Fontaine, habituellement précis et d'une lucidité presque chirurgicale, sembla perdre soudain son fil, comme si son esprit se dérobait sous le poids de semaines de tensions accumulées. Les témoins présents décrivent un moment étrange, à la fois imperceptible et fondamental. Un silence trop long, un regard fixe, un souffle coupé, qui fit comprendre à chacun que quelque chose en lui venait de franchir une limite invisible. Pourtant, fidèle à son instinct de professionnel, il reprit quelques secondes plus tard, comme si rien ne s'était passé, continuant à commenter les séquences avec son exigence habituelle. Mais Bataille, lui, comprit immédiatement que son ami n'était plus seulement fatigué. Il y avait dans ce silence une forme de fragilité inédite, presque inquiétante. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Laurent annulait certains rendez-vous, répondait plus lentement aux messages, se montrait moins présent dans les discussions stratégiques, comme si son énergie, habituellement généreuse, s'évaporait goutte à goutte. Cette lente érosion de sa force intérieure n'échappa ni à ses proches, ni à quelques membres de l'équipe, qui tentèrent de l'encourager à prendre du repos, inquiets de voir cet homme, autrefois inébranlable, vaciller en silence. Mais lui refusait toute pause, persuadé que cesser, même brièvement, reviendrait à laisser la tempête le rattraper. Une angoisse diffuse semblait le poursuivre, une peur de perdre le contrôle, de laisser ses détracteurs interpréter son absence comme un aveu. C'est précisément cet entêtement, profond et presque instinctif, qui accéléra un événement que personne ne souhaitait voir arriver. Un matin, alors qu'il devait assister à une réunion importante, Laurent ne répondit ni aux appels ni aux messages. Son absence, inhabituelle, alarma immédiatement son équipe. Quelques heures plus tard, il fut conduit en urgence à la clinique, victime d'un malaise sévère provoqué par l'épuisement et le stress accumulé. La nouvelle ne fuitera pas. Son entourage imposa un silence absolu, soucieux de le protéger d'une presse avide de scandales. Durant plusieurs jours, il resta en observation, coupé du monde, enfin forcé de se confronter à une vérité qu'il avait toujours refusée. Il n'était pas invincible. Cette prise de conscience, brutale mais nécessaire, marqua le début d'un lent processus de transformation intérieure. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, dans la lumière tamisée de la chambre blanche, il comprit que tout ce qu'il avait fui, toute cette fatigue, cette pression, ces blessures silencieuses, allaient désormais exiger une réponse qu'aucune caméra, aucune émission, aucun décor ne pourrait masquer. L'histoire prenait un virage irréversible. Lorsque Laurent Fontaine sortit enfin de la clinique, amaigri mais les traits apaisés, quelque chose en lui avait changé. Non pas une rupture spectaculaire, mais une lucidité nouvelle, presque tranchante. Comme si le malaise qu'il avait terrassé avait ouvert une brèche intérieure, à travers laquelle il voyait désormais sa vie avec une netteté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il redécouvrait le monde dans un silence inhabituel, loin des salles de montage et des vibrations incessantes du téléphone qui rythmaient autrefois ses journées. Ses premiers pas hors de l'établissement médical furent marqués par un mélange étrange de fragilité et de détermination. Un équilibre précaire qui fascinait ceux qui le savaient autrefois si solide, si contrôlé, si maître de chaque seconde. Il n'était plus cet homme pressé d'aller d'une réunion à l'autre, ni ce producteur obsédé par le moindre détail de ses émissions. Il avançait désormais plus lentement, comme s'il pesait chaque geste, chaque mot, chaque respiration. Cette nouvelle version de lui-même déstabilisa tout autant ses proches que ses collaborateurs, habitués à un Laurence énergique, parfois autoritaire, souvent intraitable sur le plan créatif.
Beaucoup dirent plus tard qu'ils avaient eu l'impression d'assister à la naissance d'un autre homme, plus doux, plus nuancé, plus philosophe. Durant ces semaines de retrait volontaire, il se consacra presque exclusivement à la réflexion, lisant longuement, observant les mouvements du monde sans y participer, se tenant à distance prudente de la cacophonie médiatique. Il ne voulait plus être un acteur dans ce théâtre bruyant où la moindre émotion devenait un titre racoleur. Il redécouvrit également des relations qu'il avait négligées, reprit contact avec quelques amis perdus de vue et passa du temps dans des lieux où personne ne le reconnaissait vraiment, cherchant à comprendre ce qu'il restait de lui en dehors de la télévision. Mais ce retrait ne signifiait pas un abandon total. Au contraire, il réfléchissait en profondeur à ce qu'il voulait transmettre désormais, à la manière dont il pouvait continuer à travailler sans se laisser engloutir par la machine médiatique. C'est dans cet état d'esprit qu'il formula pour la première fois cette phrase, destinée à devenir l'un de ses rares messages publics. Il faut apprendre à se taire pour entendre. Une phrase simple, presque anodine, mais qui résumait parfaitement la transformation intérieure qu'il vivait. Elle fit le tour des réseaux sociaux, comme un écho inattendu de la part d'un homme qu'on avait longtemps associé au bruit et à l'émotion. Ce bouleversement subtil, intime mais profond, allait bientôt redéfinir sa place dans le paysage audiovisuel. Car si Laurent Fontaine avait décidé de se retirer temporairement, il n'avait pas renoncé à son histoire. Il préparait déjà, en silence, la prochaine étape de sa vie, une étape que personne n'aurait pu imaginer et qui allait, une fois encore, déjouer toutes les attentes du public. Au fil des mois qui suivirent, alors qu'il s'efforçait de reconstruire un rythme de vie plus humain, Laurent Fontaine se retrouva face à un paradoxe inattendu. Plus il s'effaçait du paysage médiatique, plus son absence attirait l'attention, alimentant un mystère presque fascinant autour de sa personne. Les débats en ligne se multipliaient, certains se demandant s'il préparait un retour triomphal, d'autres spéculant sur une retraite définitive, tandis que ces rares apparitions publiques, toujours brèves et soigneusement contrôlées, déclenchaient immédiatement une vague d'interprétations contradictoires. Lui pourtant ne cherchait ni à créer l'attente, ni à cultiver une aura mystérieuse. Il essayait simplement de réapprendre à vivre loin de la frénésie des projecteurs, de redécouvrir le goût des journées sans agenda, des promenades sans caméra, des conversations sans enjeu. Installé entre Paris et la Provence, il passait de longues heures à écrire, non pas des scripts d'émissions, mais des notes personnelles, fragments de pensées qu'il n'avait jamais pris le temps d'écouter auparavant. Ses proches racontent qu'il parlait de plus en plus doucement, comme si sa voix elle-même avait décidé de se libérer de l'obligation de remplir l'espace. Dans le même temps, son esprit de producteur ne s'était pas éteint. Il observait le monde avec une distance nouvelle, cherchant à comprendre ce qui pouvait encore toucher les gens, dans une société saturée d'images et d'émotions instantanées. C'est ainsi qu'émergea en lui l'idée d'un projet documentaire très différent de tout ce qu'il avait fait jusque-là. Un projet centré sur ces vérités oubliées, dont il parlait parfois d'un ton presque mélancolique. Il voulait redonner une place à la parole sincère, non plus sur un plateau, mais dans une forme plus intime, plus contemplative, comme un contre-pied au brouhaha des réseaux sociaux. Cependant, malgré cette renaissance créative, un autre phénomène prenait de l'ampleur. Certains médias, frustrés de ne plus pouvoir le saisir ni le provoquer, commencèrent à spéculer sur son état de santé, ses finances, ses relations professionnelles. Cette chasse au vide, caractéristique de l'époque, le mettait mal à l'aise, lui rappelant à quel point la célébrité pouvait se retourner contre ceux qui tentaient simplement de vivre en paix. Mais il refusa de répondre, fidèle à sa nouvelle philosophie. Ne plus offrir à la machine ce qu'elle attendait. Cette attitude déstabilisait, intriguait, irritait parfois, mais elle marquait aussi une forme de résistance, un refus de se laisser avaler par un système qui avait failli le détruire. Et à mesure qu'il avançait dans cette nouvelle vie, Laurent comprit que son histoire, loin d'être finie, entrait simplement dans une phase plus subtile, plus profonde, où chaque choix deviendrait un geste de reconquête personnelle. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette quête silencieuse se heurterait bientôt à un dernier événement, à la fois inattendu et révélateur, qui allait définitivement sceller sa relation avec le monde public.
Aujourd'hui, en revisitant chaque étape de son parcours, on réalise à quel point Laurent Fontaine n'est pas seulement un visage connu de la télévision, mais un être humain profondément sensible, souvent incompris, qui a traversé des tempêtes que personne ne voit lorsque les projecteurs s'éteignent. Derrière l'image du professionnel exigeant se cache un homme qui a donné 20 ans de sa vie pour offrir aux autres un espace où il pouvait dire ce qu'il n'osait jamais dire ailleurs. Un homme qui a payé ce don de lui-même au prix de sa santé, de son sommeil et parfois même de sa tranquillité intérieure. Dans un monde où tout va trop vite, où l'on juge avant de comprendre, il mérite que l'on prenne un moment pour ressentir la fragilité et la force qui coexistent en lui. Si vous avez été touché par son histoire, si vous pensez qu'il est temps de regarder les personnalités médiatiques avec un peu plus d'humanité, de douceur et de respect, alors soutenez cette vidéo. Laissez un like pour montrer que la bienveillance existe encore. Partagez-la pour que d'autres puissent découvrir le vrai Laurent. Et abonnez-vous à la chaîne afin de continuer cette aventure avec nous. Chaque geste compte, chaque interaction permet de faire vivre ces récits humains que nous voulons défendre. Merci d'être là. Merci de regarder au-delà des apparences et merci de donner à cette histoire la place qu'elle mérite.